Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition des Temps forts, nos rendez-vous mensuels sur l'actualité de l'environnement de la formation. Bonjour Alexa. Bonjour Christine, bonjour à tous. Eh bien, pour ce premier épisode, nous avons choisi de faire le lien avec les différents événements organisés dans le cadre de la semaine de l'illettrisme pour s'interroger sur le repérage et l'accompagnement de ces publics en formation. Nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Cyril Georges, chargé de mission de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Et bienvenue, Monsieur Georges. Merci, bonjour à tous et à toutes. Et puis, je dirais aussi que Amphore joue un rôle particulier pour la question, enfin autour de la question de l'illettrisme. Et donc, nous avons à nos côtés Christelle Ouninou, notre collaboratrice chargée d'études, qui pourra vous donner quelques informations, notamment autour des enquêtes et des états des lieux que Amphore a menés ces derniers temps. Bonjour à tous. Eh bien, avant d'entrer dans le vif du sujet, hein, un petit point sur l'organisation. Oui, Vous alors comme avez, d'habitude, voilà. on reprend la saison 2 et on est ravis de vous retrouver sur cette thématique ce matin, aussi nombreux. Pour rappel, donc, au niveau de l'organisation des temps forts, vous savez que il va y avoir un temps de présentation et vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez, soit dans la rubrique questions-réponses que vous voyez en bas de votre écran, soit directement dans le forum, le chat qui s'appelle discussion. N'hésitez pas, vous pouvez aussi faire des retours d'expérience, nous donner des éléments d'information sur le sujet quand vous souhaitez participer avec les inscrits. Et puis, vous aurez accès, quelques jours après notre rendez-vous de ce matin, au replay ainsi qu'à une petite infographie de synthèse qui viendra accompagner les éléments que vous pourrez ainsi réécouter. Eh bien, merci Alexa. Bien, nous allons démarrer. Alors, Monsieur Georges, que sont l'illettrisme et l'électronisme? Pouvez-vous nous donner quelques informations autour de tout ça? On va commencer par une définition. On parle donc de personnes qui ont été scolarisées en France, en langue française, et qui, pour différentes raisons, ont perdu ou n'ont pas suffisamment acquis ce qu'on appelle les compétences de base. La lecture, l'écriture, le calcul, et on rajoute dorénavant les compétences numériques. Et en conséquence, ces personnes se retrouvent à l'âge adulte, à 18 ans, en situation d'illettrisme et en difficulté, du coup, dans les situations simples de la vie courante. Alors, pour s'y retrouver sur les différentes terminologies, illettrisme, français langue étrangère et analphabétisme, c'est le diagramme que vous avez sur la droite, il y a deux questions à se poser, c'est très simple. La première question, est-ce que la personne a été scolarisée? Si la personne n'a jamais été scolarisée, que ce soit en France ou à l'étranger, peu importe, on parle de situation d'analphabétisme. On a une personne analphabète qui a besoin de tout réapprendre, y compris l'alphabet, d'où la terminologie. Et quand la réponse est positive, deuxième question à se poser, est-ce que la scolarisation a été effectuée en langue française ou pas? Si la scolarisation a été effectuée en langue étrangère, on parle de FLE, français langue étrangère, on parle aussi de français langue seconde au sein de l'éducation nationale en particulier. Et c'est seulement quand les questions apportent des réponses positives, personnes scolarisées, oui, en langue française, oui, qu'on parle d'illettrisme. La différence entre les publics en situation d'illettrisme et du public français langue étrangère, c'est que sur l'illettrisme, on est des personnes qui masquent leur situation, parce que c'est ancré depuis l'enfance avec des problématiques de honte. On rentrera tout à l'heure un peu dans le détail. Là où les publics en situation de français langue étrangère sont très visibles et très demandeurs d'accès à la formation. Et en ce qui concerne l'électronisme, en fait, c'est la situation d'un adulte qui ne maîtrise pas les outils numériques. Donc derrière l'illettrisme, on va voir tout de suite avec les chiffres à 2 500 000. Sur l'électronisme, on est à 13 millions de personnes, 5 fois plus. Parce que derrière l'électronisme, on a les personnes qui habitent en zone blanche, on a les personnes qui sont en difficulté avec le numérique, mais qui n'ont pas d'accès, etc. Sur les données chiffrées de l'illettrisme, là, on revient sur exclusivement la question des compétences de base. Je vous l'ai dit, 2 500 000 personnes sur la population active, 18-65 ans en France. Ça représente 7% de la population.
Force est de constater qu'au sein de ces 2 500 000 personnes, on en a une majorité qui sont en emploi. On est là sur des données statistiques de 2012, enquête INSEE 2012. On aura des résultats pour une nouvelle enquête qui est en cours début 2024. On verra comment ces éléments ont progressé. Et on se rend compte que plus de la moitié ont plus de 45 ans. En fait, l'illettrisme peut évoluer. On peut être en situation légère, entre guillemets, d'illettrisme, on parle de degré, donc le degré 3 par exemple, à 18 ans, et se retrouver à 60 ans en degré 2 ou degré 1, donc en très grande difficulté. On a une situation d'évolution potentielle. Les compétences de base, si on ne les utilise pas au quotidien, on peut les perdre petit à petit. Une majorité de ces 2 500 000 personnes sont des hommes, et on se rend compte quand on va sur certaines catégories, les demandeurs d'emploi, on n'est plus sur 7%, on est sur 10%. Sur les quartiers politiques de la ville, les quartiers pauvres, on est au double, 14%, et au sein des bénéficiaires du RSA, on est sur 20% de situation d'illettrisme. Donc on voit bien que derrière se dégage en filigrane la question de la pauvreté, de la paupérisation. Néanmoins, on a des chefs d'entreprise en situation d'illettrisme. Donc ça peut toucher toute typologie de public. Retenez que le risque est plus important sur certaines catégories de population. Et retenez également le dernier item que vous avez en dessous, le déficit en compétences de base réduit de 30% les chances d'accéder à l'emploi. Et ça, c'est renforcé par la question de l'électronisme, puisque dorénavant, on a des postes qui ne nécessitaient pas forcément la compétence de lecture, écriture, etc., qui, avec le numérique, les tablettes ou différents supports, les courriers électroniques, etc., deviennent dorénavant indispensables pour les compétences de base, deviennent indispensables pour arriver à stabiliser son poste en emploi. Alexia, on passe à la diapo suivante. Voilà un petit exemple pour les 2 millions, la moitié, on va dire, des 2 500 000, c'est environ 1 300 000 personnes en emploi. Un exemple des branches professionnelles. Vous avez là la liste des branches pro. Vous voyez que toutes les branches professionnelles sont impactées par le sujet d'illettrisme. En bleu, vous avez les ratios de situation d'illettrisme. En rouge, vous avez les situations de ratio de français langue étrangère, pour information. Vous voyez que globalement, la moyenne chez les salariés, on est à 6% de situation d'illettrisme. C'est la barre pointillée rouge que vous avez sous les yeux. Et on voit bien que sur 5 des secteurs d'activité, et comme par hasard, ce sont les secteurs d'activité en tension, l'agroalimentaire, l'agriculture, la pêche, le bâtiment, travaux publics, les activités liées à la personne et l'industrie, on est sur des taux d'illettrisme beaucoup plus importants. Et sur ces métiers en tension, là, on a le double impact dont je viens de parler, à savoir la question du numérique, avec de nouvelles compétences imposées par le numérique qui demandent la mobilisation des compétences de base classiques, lecture, écriture, calcul. Et donc, on parle de situation de double illettrisme et électronisme, qui peut mettre en danger les personnes qui sont en illettrisme parce que le numérique vient impacter. Donc, il est fondamental d'identifier et d'arriver à remobiliser toutes les compétences de base des personnes qui sont en situation d'illettrisme. Alors, normalement, c'est Alexia qui doit me poser la question, si j'ai bien tout suivi. Oui, oui, j'étais en train de dire, avant de rallumer mon micro, que nous avions les premiers éléments pour se repérer en termes de définition. Après, il y a sans doute des indices à repérer pour essayer de commencer une stratégie d'accompagnement ou en tout cas être sensibilisé et savoir comment faire. C'est ça, absolument. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai expliqué, les personnes en situation de français langue étrangère sont très visibles, très demandeuses, elles accèdent facilement à la formation. Les publics en illettrisme, c'est tout l'inverse. Et donc, dès l'enfance et petit à petit, elles mettent en place des stratégies d'évitement. Donc, il faut arriver à identifier qu'en face de soi, on a une personne en situation d'illettrisme. Pour aller assez vite sur ces questions d'indices, on distingue 2 typologies d'indices. Ce qu'on appelle les indices directs. C'est la première diapo que vous avez sous les yeux et on verra tout à l'heure les indices indirects. Sur les indices directs, voici quelques exemples. Quand vous avez en face de vous quelqu'un à qui vous demandez d'épeler son identité, qui n'y arrive pas, qui va confondre son nom, son prénom, qui va spontanément vous donner son document d'identité, ou alors si vous demandez un certain nombre de supports de papier, de documents pour une inscription par exemple, qui va venir avec une pile énorme de documents ou qui au contraire ne viendra avec aucun document. Là, vous avez des indices directs. Une personne à qui vous avez demandé, par exemple en mission locale, vous lui avez transmis un support de présentation du contrat engagement jeune, la personne a dans les mains toutes les informations, mais elle va vous demander des compléments, alors que tout est écrit. Là aussi, vous êtes sur un indice direct.
Et puis, quand vous avez encore dans vos process internes accès à l'écriture, vous demandez à la personne de rédiger, de répondre à un questionnaire support papier ou de rédiger certains éléments, quand vous vous apercevez qu'il y a différents types d'écriture dans une phrase, ça peut être même dans un même mot, là aussi, on a un indice direct. Même chose sur la lecture à voix haute et ce genre de typologie. Sur les indices indirects, et c'est la diapo suivante, en fait, on distingue trois grandes familles d'indices indirects, autour du langage, autour du repérage dans le temps et dans l'espace, et autour des dynamiques de parcours. Sur les questions de langage, ça corrobore ce qu'on a dit juste avant, c'est-à-dire des difficultés pour argumenter, et très souvent, notamment sur les degrés les plus importants, degrés 1 et 2, des phrases courtes avec un vocabulaire limité ou approximatif. Deuxième élément, et ça c'est fondamental, les situations d'illettrisme génèrent des difficultés à se repérer dans le temps et à se situer dans l'espace. C'est des conséquences, les problématiques de mobilité, c'est comme le numérique, ce sont des conséquences de non-maîtrise des compétences de base. Donc quand vous avez quelqu'un, par exemple, qui arrive très en avance à un rendez-vous, ou qui au contraire arrive très en retard à un rendez-vous, sans raison particulière, là, vous avez un indice très fort, un indice indirect de situation d'illettrisme. Ce n'est pas que la personne est de mauvais poil ou n'a pas envie de vous voir, c'est qu'elle n'a pas pu venir vous voir, soit pour des problématiques d'horaire, soit pour des problématiques de situation géographique. Même chose quand vous allez demander à une personne de se présenter et de vous expliquer son parcours, quand elle aura du mal à repérer dans la chronologie de son parcours si tel ou tel item était avant ou après l'autre, là aussi, vous avez un indice indirect. Et quand vous allez lui demander comment vous êtes venu jusqu'à moi, comment elle a réussi, on va dire, à venir jusqu'à vous, si elle a des difficultés à vous l'expliquer, là aussi, vous aurez un indice indirect. Et dernier item qui est fondamental et qui va de soi, mais ça va mieux en le disant, c'est quand la personne va vous citer dans son parcours un passé scolaire douloureux, des classes spécialisées, des difficultés avec les apprentissages, ou alors qui va refuser d'aller en formation continue parce que voilà, il s'agit dans ces cas-là de dévoiler sa situation. Donc voilà, balayer très rapidement les indices directs et indirects de l'illettrisme. On pourra, dans les supports qui vous seront transmis, vous envoyer un petit document qui a été élaboré par les collègues des missions locales du centre qui liste l'ensemble de ces indices. Et du coup, pour continuer, si on repère un ou plusieurs de ces indices, quelle serait la posture à adopter? Alors, sur les postures et les savoir-être, là pour le coup, Christine vous en parlera, c'est un des sujets abordés dans le cadre du plan de professionnalisation d'Amphore. C'est vrai qu'on ne parle pas du tout de la même façon à une personne qui n'a aucune difficulté avec les compétences de base qu'avec quelqu'un qui est en situation d'illettrisme. De même que le langage gestuel, là aussi, est à adapter. Bien évidemment, il faut faire preuve de bienveillance. L'enjeu, c'est de rentrer en relation de confiance. On a pour habitude de dire que sur les situations d'illettrisme, il y a 4 paliers à franchir. Le premier palier, on vient de le voir, c'est identifier les indices. Le deuxième palier, c'est rentrer en confiance. Et là, pour le coup, la posture est fondamentale. Et puis, le troisième palier, c'est donner envie de revenir en formation, pas simple. Et le quatrième palier, c'est le rôle des formateurs, c'est donner envie de rester en formation. Donc là, sur ce deuxième palier, rentrer en relation de confiance, la bienveillance est indispensable. Les éléments de pédagogie, surtout, ne pas, des fois on le fait sans s'en rendre compte, ne pas infantiliser la personne qu'on a en face de soi, parce que du coup, vous allez renvoyer spontanément sur les douleurs dans lesquelles se sont construites la situation d'illettrisme, les situations de scolarisation en particulier. Ne pas forcément faire à la place d'eux, parce que si vous faites à la place d'eux, certes, vous êtes bienveillant, mais du coup, vous cantonnez la personne dans sa situation. Et du coup, en termes de posture, n'hésitez pas à utiliser des questions ouvertes. Plus vous ouvrez vos questions et plus vous allez ouvrir le champ de la discussion. Et en particulier, utilisez les supports comme le numérique ou comme les questions de mobilité pour engager l'échange. Parce que sur ces deux sujets, on l'a vu, le numérique, ça impacte 13 millions de personnes, donc on est bien au-delà des 2 500 000 personnes en situation d'illettrisme. Et la question de la mobilité également impacte
pas exclusivement les publics en situation d'illettrisme. Donc très, très clairement, les questions ouvertes autour de ces deux sujets-là, c'est des moyens, des biais, on va dire, pour petit à petit aborder la situation. Surtout, ce qu'il faut, c'est oser en parler. Malheureusement, on a encore trop souvent des professionnels, que ce soit des travailleurs sociaux, des prescripteurs, des bénévoles, etc., qui n'osent pas aborder la situation. Par bienveillance, hein, très souvent. Il faut oser. Et du coup, je vous invite fortement à participer justement aux sessions d'une journée complète hein, sur ces sujets de posture à adopter avec emphase. Alors, Cyril, pouvez-vous nous aiguiller justement sur les outils et les ressources à utiliser? Alors, on est là sur une des 3 missions de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. La première mission, c'est la mesure, on en a parlé, hein, il y a une enquête qui va sortir au niveau de l'INSEE 2024. La deuxième, c'est la coordination d'action, donc c'est le rôle des chargés de mission en région de mettre en dynamique l'ensemble des membres du groupement d'intérêt public et ses partenaires. Et la troisième mission, c'est la question de l'outillage. Donc, sur l'outillage, le premier outil que je vous propose de partager, Alexia, s'il vous plaît, diapo suivante, c'est le dispositif de formation linguistique. On est là sur un dispositif qui est porté par un des membres du groupement d'intérêt public, à savoir la région. En Bourgogne-Franche-Comté, et je sais qu'Audrey Rambert est parmi nous, on a la chance d'avoir le dispositif de formation linguistique, le DFL. Pour 2023-2026, il a été repriorisé sur le sujet de l'illettrisme. Donc, vous avez là 21 lots sous les yeux, vous avez la cartographie des 21 lots du DFL pour la période 2023-2026, avec une priorisation à l'illettrisme. Ce dispositif est ouvert, bien évidemment, au public demandeur d'emploi, puisqu'on est là sur la compétence socle des régions, hein, la remobilisation des compétences des demandeurs d'emploi dans une logique d'insertion socio-pro. Et puis, à titre exceptionnel, en Bourgogne-Franche-Comté, le DFL, il est également ouvert aux salariés. Et en particulier, les salariés des SIAE, structures d'insertion par l'activité économique. Je sais qu'il y en a parmi nous ce matin en visio. Là, dans le cas de figure des salariés, le cas de figure le plus fréquent, c'est d'arriver à mobiliser les opérateurs de compétences, mobiliser son OPCO pour que la formation puisse être prise en charge financièrement par l'OPCO. C'est bien les OF, les organismes de formation du DFL qui vont être à la manœuvre, mais avec des financements d'OPCO. Si d'aventure le salarié n'a pas envie que son employeur soit au courant, là aussi c'est possible, et là pour le coup à titre exceptionnel, le conseil régional prendra en charge l'aspect financier donc du DFL. Voilà pour le dispositif de formation linguistique. Si on passe sur le dispositif ou l'outil suivant, on est sur un outil qui a été déployé à la demande d'un autre membre du groupement d'intérêt public, à savoir le ministère du Travail. L'outil EVA, on est sur, comme son nom l'indique, un outil d'évaluation, EVA. Cet outil a été développé par une start-up d'État et a un double objectif. Arriver à mettre en évidence des compétences transversales, 5 grands domaines de compétences transversales, d'un côté, et deuxième jambe, d'arriver à mettre en évidence les situations d'illettrisme, justement en mesurant les compétences de base. Premier niveau d'évaluation. On est là sur un outil de prépositionnement. On ne va pas, pour l'instant, aller au regard des 4 degrés de l'illettrisme, hein, sur le volet, la deuxième jambe, compétences de base de l'outil EVA. Le gros avantage de cet outil, c'est qu'on peut justement, dans la question de la bienveillance, rappelez-vous, hein, sur les postures de l'accompagnement, on peut utiliser les 5 grands domaines de compétences transversales pour commencer à remobiliser en positivant. Quand la passation a été organisée par une structure quelle qu'elle soit, c'est la personne qui organise la passation qui aura les résultats dans le détail. Et donc, on peut engager un dialogue avec la personne qui a fait la passation. C'est un outil type Serious Game, hein, donc c'est très ludique. En particulier pour les jeunes, c'est extrêmement bien adapté, hein. On a énormément de missions locales qui l'utilisent. Je pense en particulier à Nevers, où il y a des passations quasi systématiques. Et donc, le positiver sur les compétences déjà acquises permet d'aborder la situation d'illettrisme quand elle a été confirmée. Donc, on est là sur un premier niveau de confirmation de l'illettrisme permettant d'engager un échange en positivant les acquis. Deuxième outil, vous l'avez juste en dessous, c'est EVACOB. EVACOB, c'est un outil interne à la NLCI, évaluation des compétences de base, COB, qui, là, vise vraiment à positionner. On n'est pas sur du pré-positionnement, on est sur un vrai positionnement.
Outil utilisé principalement par les organismes de formation, parce que là, il s'agit en début de parcours de formation de mesurer en précision les 4 degrés de l'illettrisme et les compétences réellement acquises et du coup celles qui restent à acquérir. On est en train d'implémenter les éléments d'EvaCob au sein d'EVA, l'idée étant d'avoir à terme un seul et même outil, quelle que soit la place qu'on occupe dans l'accompagnement de la personne en situation d'illettrisme, parce que derrière, ce qu'on va essayer de mettre en œuvre, c'est de faire un transfert de confiance avec justement ces différentes passations en même temps qu'on fait le transfert des informations. On peut, par exemple, sur une passation EVA, imprimer sur la passation de la personne et derrière, avec l'accord de la personne, transférer cette passation à l'acteur qui va prendre la suite, organisme de formation par exemple, pour éviter plusieurs passations de plusieurs outils ou deux fois le même outil. Et puis, dernier outil, ça, cette fois-ci, c'est pour les entreprises. On a un outil qui s'appelle Evagile. Cet outil Evagile, en fait, il est destiné aux chefs d'entreprise, aux directeurs et directrices de ressources humaines, pour qu'en moins de 10 minutes, sur cet outil numérique, les chefs d'entreprise évaluent le risque qu'ils ont de rencontrer des situations d'illettrisme en interne. On est là sur un outil de sensibilisation et d'évaluation du risque. Et derrière, à l'issue de cette passation, qui dure moins de 10 minutes, le chef d'entreprise aura les contacts de ses opérateurs de compétences ou alors les contacts également de l'ensemble des acteurs, je pense en particulier aux organismes de formation du DFL sur son territoire. Voilà pour, on va dire, un panel en termes d'outils numériques, faciles d'accès, gratuits bien évidemment. Et on a sur les outils EVA et EvaCob, des formations régulières pour pouvoir justement s'emparer de cet outil EVA et de cet outil EvaCob. À terme, on n'aura plus que des formations EVA, bien évidemment. Autre démarche intéressante, il peut arriver que malgré la présence d'organismes de formation du DFL et l'implication du conseil régional, malgré la présence de temps en temps de plateformes illettrices, je pense à Clé 71 sur la Saône-et-Loire, je pense à Ascali dans la Nièvre, je pense à Agir ABCD à Dijon et à l'UDAF sur la Haute-Saône, malgré la présence de ces acteurs, il peut arriver qu'on a une certaine catégorie de publics pour lesquels il n'y a pas de réponse. Publics en situation d'illettrisme qui se retrouvent en difficulté et pour lesquels il n'y a pas de réponse. Je vais prendre par exemple un des 4 territoires où il n'y a pas de plateforme illettrisme avec des bénévoles. On va prendre Lyon par exemple, ou le Jura, peu importe. Typiquement, des plus de 65 ans qui ont envie de remobiliser leurs compétences, là, il n'y a pas de solution techniquement, puisqu'on n'est pas sur le DFL, la compétence du conseil régional. On est sur des publics plus de 65 ans. Donc là, typiquement, on a engagé une démarche qui s'appelle la coopérative des solutions, qui utilise les méthodes de design de service pour poser et partager le problème territorial. J'ai cité l'exemple des plus de 65 ans, ça peut être des jeunes, ça peut être des moins jeunes, peu importe. À partir du moment où on a identifié un problème avec une catégorie de personnes en situation d'illettrisme qu'on n'arrive pas à résoudre sur le territoire, la coopérative des solutions est intéressante. Elle est utile parce qu'on va réunir autour de ce problème l'ensemble des acteurs du territoire. Alors quand je dis territoire, ça peut être un quartier politique de la ville, ça peut être une commune, ça peut être une agglomération, mais on va rarement au-delà. L'idée, c'est vraiment de rester sur un territoire vécu. Et on va commencer, en prenant appui sur les méthodes de design de service, à partager et à travailler pour construire collectivement une solution. Dans la première génération de ces coopératives des solutions, il y avait 2 territoires expérimentaux en Bourgogne-Franche-Comté. C'était les territoires du Haut-Doubs autour de Pontarlier et notamment autour du DFL avec le conseil régional et sur la Haute-Saône autour de la médiathèque de Haute-Saône. Et il y avait au total une vingtaine de territoires expérimentaux. Eh bien, figurez-vous que les solutions qui ont été construites, la plupart du temps, n'ont pas nécessité de financement. Et ça, c'est important parce que pour le coup, sur le groupement d'intérêt public à NLCI, nous sommes exclusivement un groupement de mission. Nous ne sommes pas un groupement de moyens. Nous n'avons pas de budget. Les budgets, ils sont au sein des membres du groupement d'intérêt public, l'État, les collectivités, les opérateurs de compétences, les acteurs de l'emploi et de l'insertion. Donc, on est là pour accompagner, et là, on est sur une démarche d'outillage, la coopérative des solutions, qui permet d'apporter des réponses territoriales en finesse. Donc, n'hésitez pas, si cet outil, cette démarche vous intéresse, à me recontacter pour qu'on puisse en échanger ensemble. Et puis, une autre démarche, cette fois-ci autour de l'électronisme.
c'est la démarche duplex. Là, très clairement, une fois encore, hein, on va travailler ce sujet avec Amphor sur le déploiement. Je sais qu'il y a parmi nous un des trois formateurs, en l'occurrence, c'est une formatrice duplex Bourgogne-Franche-Comté, hein, Natalia Jahin. On a la chance d'avoir trois formateurs duplex sur la Bourgogne-Franche-Comté. Un collègue de la Ligue de l'enseignement, une collègue de CRIF Formation à Besançon et la collègue du Greta Haute-Saône-Nord-Franche-Comté. On est là en fait sur une démarche pédagogique qui vise à prendre appui sur les outils numériques pour remobiliser les compétences de base classiques et les compétences numériques. Je vais être un peu caricatural. Il y a encore trop souvent au sein des organismes de formation un formateur qui va s'occuper de lecture, écriture, calcul, et puis un formateur qui va s'occuper de l'informatique et des compétences numériques. L'idée, c'est dès le début, où on remobilise les compétences de base, prendre appui sur les interfaces numériques du quotidien dont ont besoin les personnes en situation d'illettrisme. Alors, ça peut être les interfaces de la CPAM, de Pôle emploi, ça peut être le Bon Coin pour vendre quelque chose ou acheter quelque chose, peu importe. On utilise les interfaces numériques dont les personnes ont besoin pour remobiliser les compétences de base classiques. Ça, c'est grosso modo, de façon un peu caricaturale, la philosophie de la démarche duplex. C'est pas aussi simple que ça parce qu'on se rend compte qu'on a assez peu de scénarios pédagogiques pour l'instant qui ont été déployés aussi bien par les organismes de formation et encore moins par les médiateurs numériques parce qu'on a bien ces deux cibles, on va dire, dans le viseur de la démarche duplex, à la fois les aidants numériques pour que dès l'accompagnement, par exemple, dans le cadre des France Service, je pense en particulier aux conseillers numériques France Service, on puisse identifier l'illettrisme et on puisse commencer à remobiliser les compétences de base en accompagnant justement et non pas en faisant à la place d'eux. Et puis, deuxième cible, les formateurs, et en particulier les formateurs du DFL, mais pas que, l'ensemble des formateurs potentiellement pouvant accueillir des publics en situation d'illettrisme. Je pense aux formateurs techniques en particulier, qui vont, sans s'en rendre compte, parfois accompagner des publics en situation d'illettrisme. Très clairement, duplex, on est là sur une démarche où on va petit à petit intégrer les interfaces numériques et le numérique dans le quotidien de la remobilisation des autres compétences de base pour que, en gros, les trois piliers littératie, donc lecture, écriture, numératie, compétences mathématiques et numériques, soient intégrés dans la démarche de remobilisation. Voilà donc sur l'outil duplex. Vous aurez accès sur le lien que vous avez sous les yeux sur les quelques démarches justement et scénarios pédagogiques qui ont déjà été validés et qui sont mises en ligne au partage du collectif. Vous aurez également le contact de l'ensemble de la vingtaine de formateurs duplex en France, dont les trois collègues de Bourgogne-Franche-Comté. Et on est en train de réfléchir avec l'AFPA, avec Amphor et avec le Hub au déploiement justement de cette démarche sur la fin d'année 2023 et l'année 2024. Je sais que Christine va en reparler tout à l'heure. Voilà pour la démarche duplex. On terminera par cette dernière diapo. Vous aurez là la totalité des outils et ressources de l'agence. Vous l'aurez compris, tout est gratuit, bien évidemment, puisqu'on est un groupement d'intérêt public. Vous avez bien sûr un numéro vert, le 0800 11 10 35, qui permet de réorienter très régulièrement. Alors, là où il y a des centres de ressources illettrisme, c'est les CRI, les centres de ressources illettrisme qui répondent au numéro vert. Là où il n'y en a pas, c'est l'agence elle-même qui répond. Et donc, très souvent, moi, j'ai des bascules de téléphone qui viennent du numéro vert. Dernièrement, un monsieur qui souhaitait remobiliser ses compétences en écriture, que j'ai renvoyé vers le DFL du secteur de Montbéliard. Une personne de la CARSAT qui m'a appelé parce qu'elle accompagnait une personne qui voulait complètement changer d'orientation professionnelle pour des raisons de santé. Et donc, on a pu là aussi réaiguiller vers le dispositif de formation linguistique, etc., etc. On a vu la coopérative des solutions, on a vu les outils EVA, EVAGIL, EVACOB. Je mets un focus sur le site Illettrisme Coopérons qui peut être intéressant parce que vous avez derrière un certain nombre de webinaires en ligne notamment. Vous avez sur la droite un module d'auto-formation. En fait, il y a trois modules différents sur les indices, justement, sur le fait d'aborder une situation d'illettrisme, donc les postures en particulier, et le dernier module spécifique au monde du travail.
Et puis, bien évidemment, les Journées nationales d'action contre l'illettrisme. Alors, je vais faire un petit clin d'œil aux Bourguignons et Franc-Comtois pour vous remercier tous et toutes, puisque on est la région sur laquelle il y a eu le plus d'actions cette année. On est à 147 actions, Journée nationale d'action contre l'illettrisme en Bourgogne-Franche-Comté. C'est vraiment énorme et merci en particulier aux représentants du groupement d'intérêt public, donc les 4 grands collèges que j'ai cités, parce qu'ils se sont énormément mobilisés. Et merci aussi aux collègues d'Amphore, qui eux aussi se sont très fortement mobilisés pour ces JNI. Et j'en terminerai là, et je suis bien évidemment disponible pour les questions, soit tout de suite, Alexia et Christine, soit tout à l'heure. Merci. Alors, on a des petits applaudissements qui sont arrivés. On reprendra peut-être les questions, il n'y en a encore pas, donc j'en profite pour vous dire d'utiliser le chat et de noter tous les éléments parce qu'il y a eu beaucoup de choses et c'est très riche. On va faire un petit clin d'œil, et vous avez fait la transition du côté de Amphore qui effectivement participe aussi beaucoup sur la thématique, qui a mis en place une vaste étude et qui travaille sur le programme de professionnalisation. Donc, je cède la parole à Christine, qui est appuyée par Christelle, et pour faire le point là-dessus. Et après, on reprend toutes vos questions. Oui, effectivement, Amphore a aussi joué un rôle sur la question de l'illettrisme. Et donc, juste pour resituer un petit peu le contexte du pourquoi Amphore est mobilisé aujourd'hui, c'est que en 2022, Amphore a été sollicité par l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, et notamment par l'intermédiaire de Cyril Georges, donc pour la région Bourgogne-Franche-Comté, avec pour objectif donc de voir comment accompagner les acteurs sur leur montée en compétences autour de la question de l'illettrisme. L'idée est venue donc derrière de pouvoir construire un plan donc en différentes phases, hein, enfin en 4 axes tout au moins. Donc un plan d'action qui a été mis en place dès 2023, mené par Amphore, en partenariat effectivement avec l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, qui va aussi se poursuivre donc dans les prochaines années, hein, pour s'amplifier donc en 2024 et en 2025. Je mettrai l'accent aussi que ce plan bénéficie d'un financement FSE pour l'année 2023, puisque bon, nous étions dans une année un peu dont l'appel à projet était déjà lancé pour le FSE, donc nous avons pris le chemin en cours. Donc, ce qui fait qu'on a actuellement le financement pour 2023, mais bien sûr, Amphore va se positionner aussi pour obtenir un financement complémentaire pour 2024 et 2025. Donc, pour revenir à ce plan, donc l'objectif, c'est effectivement d'établir un programme d'appui à la professionnalisation et surtout donc la mise en réseau des acteurs. Donc, certaines phases de ces 4 axes ont déjà été réalisées au cours du premier semestre 2023. Donc pour l'axe accompagner la montée en compétence des acteurs, il s'agit effectivement donc d'avoir fait le recensement des acteurs pour identifier sur le territoire Bourgogne-Franche-Comté qui sont-ils, donc où se situent-ils, pour pouvoir justement leur adresser une enquête que Christelle a réalisée, un diagnostic donc des besoins, donc à travers une enquête qualitative et quantitative, afin à la fois donc d'identifier qui sont les acteurs et quels sont leurs besoins en matière de professionnalisation. À l'issue de ça, donc nous avons mis en place donc des entretiens approfondis qui ont permis donc de mieux cerner les besoins des acteurs. Pour l'axe constituer, structurer, animer un réseau d'acteurs de l'illettrisme, nous avons envisagé donc la création d'une cartographie des acteurs, car c'est quand même quelque chose qui va être un outil à disposition de tous les acteurs. Il s'agira donc de faciliter la recherche géolocalisée des structures qui accompagnent les personnes en situation d'illettrisme, et donc des filtres, pardon, vont permettre d'affiner les recherches selon les besoins, de trouver un organisme de formation ou bien un bénévole ou encore une structure d'accompagnement. D'autre part, les OPCO sont également demandeurs de ces informations, hein, donc de l'identification des acteurs donc sur le territoire, pour effectivement aider aussi les entreprises qui s'emparent petit à petit aussi de la question de l'illettrisme et souhaitent accompagner leurs salariés.
Enfin, donc il y aura, toujours dans cet, axe, une partie d'animation, à travers donc, des ateliers de retour d'expérience, d'échange de pratiques pour aider les acteurs engagés à, continuer à, je dirais, monter en compétences, mais aussi à accompagner au mieux, donc les personnes en situation d'illettrisme. Et puis donc un autre point que nous souhaitons mettre, en place, ben, le plus tôt possible, là, dans le second semestre, c'est le développement d'un espace collaboratif qui permettra à chaque acteur de pouvoir, évoquer un sujet, une difficulté qu'il rencontre et donc être aidé par des pairs, pour, y résoudre. Le troisième axe, hein, c'est éclairer l'action des acteurs par une meilleure connaissance des publics, en risque d'illettrisme. Ça donc, c'est bien aussi, Christelle qui, travaille actuellement sur ce sujet. Donc si éventuellement vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et enfin, donc, collecter et mettre à disposition des ressources en direction des acteurs. L'idée étant effectivement de partager tout ce que Cyril nous a déjà évoqué donc précédemment sur les différents outils, les différentes méthodes à faire, donc pour aider chaque acteur en fonction de sa structuration d'accompagnement, de son aide qu'il apporte, donc à pouvoir faciliter ou aussi donc monter en compétences. Je pense que c'est tout. Alors, ce que j'ai peut-être pas dit, précédemment, c'est qu'en fait, ce plan d'action est destiné vraiment à l'ensemble des acteurs, engagés dans la lutte contre l'illettrisme, hein. Donc organismes de formation, bénévoles, structures d'accueil, d'accompagnement, en fait, vraiment tout le monde. Donc on ouvre la porte à tous. Je reviens, sur, l'identification des besoins, des acteurs, qui a permis quand même, donc, de pouvoir mettre en œuvre derrière, un plan de professionnalisation. C'est que donc, comme je le disais précédemment, Christelle donc a effectué une enquête auprès de tous les acteurs, hein, tout confondus, sur le territoire Bourgogne-Franche-Comté pour, donc les identifier, connaître leurs besoins, de professionnalisation et donc, à partir des retours que nous avons eus, nous avons mené des entretiens plus approfondis pour vraiment affiner le besoin de professionnalisation et donc derrière cela, nous avons retenu quand même certaines, on va dire situations sur le territoire, hein, vis-à-vis des acteurs, c'est qu'il y a encore des freins à lever, autour de la question de l'illettrisme pour différentes raisons. Si on est donc, dans le cadre du repérage de la personne, pour, l'amener à entrer en formation, il y a encore du temps mmh, comment dirais-je? En fait, ça ne va pas aussi vite qu'on peut l'imaginer parce qu'il faut laisser un temps à la personne. Une fois qu'elle a, vraiment pris conscience de son problème, donc il faut lui laisser un temps pour qu'elle commence à envisager le défi de la formation et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément mesurer parce que d'une personne à l'autre, ça peut être, très différent, mais ça, c'est quand même quelque chose à prendre en compte et donc il faut, ben, oui, prendre, le temps, être patient, pour pouvoir, amener la personne vers la formation. Il y a encore donc, certaines difficultés à résoudre pour, cette personne, pour qu'elle envisage d'entrer en formation. Donc ce sont des difficultés d'ordre administratif, financière, sociale, parfois sanitaire, familiale et aussi la question de mobilité. Donc, car, bon, une personne qui se retrouve dans une zone rurale, qui est en situation d'illettrisme eh bien, c'est pas toujours simple d'envisager d'entrer en formation avec toutes les difficultés ou barrières qu'elle va pouvoir rencontrer et là, donc ça demande du temps également. Et ensuite, concernant l'illettrisme, pour que le sujet soit traité de manière systématique, c'est pas évident pour tous les acteurs aujourd'hui, parce qu'il y a plein de contraintes, donc pour différentes raisons. Informer, sensibiliser, éclairer davantage sur l'ensemble des sphères, eh bien, effectivement, il faut du temps. Il faut aussi que chaque structure, chaque acteur s'empare de la cause et eh bien, s'harmonise avec les autres pour que on puisse en parler plus facilement, pour qu'en plus ça devienne même systématique dans les pratiques quotidiennes de chaque acteur. Donc c'est un frein parmi d'autres à lever également.
Et puis donc dans les pratiques professionnelles, eh bien on va retrouver des pratiques qui sont, hétérogènes, qui fonctionnent. Parce qu'on n'a pas attendu que, ben, de revenir sur le terrain pour, dire: «Ben, on va faire comme ça». Non, il y a quand même des choses qui existent, depuis très longtemps sur le territoire Bourgogne-Franche-Comté. Donc ça fonctionne, mais on a aussi besoin de les faire évoluer. Et c'est aussi une demande des acteurs qui sont en place, hein, donc pour faire évoluer leurs pratiques. Notamment sur, ben, comment faciliter comment aborder le sujet de l'illettrisme. Donc, nous verrons qu'on a mis en place, une formation, enfin une professionnalisation dans ce sens. Comment détecter, diagnostiquer, évaluer une situation d'illettrisme. Donc Cyril a aussi évoqué tout à l'heure, des outils qui sont, à disposition. Comment avoir, un vocabulaire et une posture adaptée quand on aborde, le sujet avec la personne concernée. Et puis, bon, la cartographie va répondre aussi à comment identifier, les différentes strates des acteurs. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un outil qui sera utile à tous. Et puis donc, ben, mettre en œuvre un accompagnement, une pédagogie, des ressources, ou des outils, appropriés. Eh bien, on verra que, effectivement, c'est pas non plus, quelque chose de aisé pour un formateur de se retrouver face à un groupe, de personnes en situation d'illettrisme, mais qui ont des problématiques d'illettrisme très différentes les unes des autres. Comment le formateur va pouvoir s'adapter, jongler entre un individu et un autre. Donc là, on verra également que, le programme que nous avons, élaboré va tenter de répondre à la question. Et donc ces entretiens que nous avons menés, ont été faits auprès d'acteurs, qui sont non seulement engagés, mais dont ceux du dispositif, de formation linguistique, enfin, financé par, le conseil régional. Et comme Cyril l'a évoqué tout à l'heure, moi je tiens à rappeler aussi que bon, c'est peut-être pas forcément perçu par tout le monde, mais que la région en fait, pour marquer son intérêt à la cause, a souhaité ouvrir donc des sessions spécifiquement, hein, en direction de ces personnes en situation d'illettrisme. Et ça, c'est quand même quelque chose, d'important. Et je trouve que là, bon, il y a un effort, comme l'a dit Cyril, un effort pour l'ensemble des acteurs de vouloir, s'engager dans cette lutte et puis de combattre, cette problématique, d'illettrisme. Ça, c'est vraiment très, très important. Et merci aussi, Cyril, de nous avoir, accompagnés, dans toutes les démarches, qui n'étaient pas forcément simples même pour nous en fort, mais merci à vous. Donc, je vais, juste faire un point rapide pour, vous illustrer un peu les actions que Amphore a souhaité mettre en avant, pour, 2023. Donc il y a, ben, faciliter l'évaluation des compétences de base, donc avec l'outil EVA et puis donc l'outil, EVACOB qui va permettre, aux acteurs de pouvoir s'emparer l'identification et puis l'évaluation des compétences de base. Donc ça, il y a eu déjà, donc ces 2 présentations des outils, ben, dans le cadre de la semaine, enfin des journées nationales de lutte contre l'illettrisme. Et puis donc, là, on va, ouvrir, très prochainement, une session, sur adapter son vocabulaire et sa posture. L'idée étant vraiment donc de repérer, détecter les risques d'illettrisme, de savoir aborder le sujet, même si on n'est pas un grand spécialiste, du problème, donc de pouvoir le faire, de façon sereine. Et ça, donc ça s'adressera, à l'ensemble des acteurs, de l'emploi, de la formation, de l'orientation, professionnelle. On a une troisième action qui est donc de co-construire une séquence pédagogique, adaptée aux personnes en situation d'illettrisme, donc sur 2 jours. Donc là, elle va s'adresser particulièrement aux formateurs et aux bénévoles qui vont accompagner donc ces personnes en situation d'illettrisme. Et l'idée, c'est effectivement d'imaginer une méthode, d'apprentissage, bon, qui n'est pas, dans un cadre comme dans le cadre scolaire, parce que bon, ces personnes, sont très, comment dire? Réfractaires au système scolaire. Donc l'idée étant vraiment de découvrir des outils pédagogiques, pour les approprier et faciliter les apprentissages. 2 autres actions, donc facile à lire et à comprendre. Donc c'est une méthode qui au départ est à destination des personnes en situation, de handicap et pour lesquelles je me suis dit: «Bah, je pense que ça on pourrait transférer».
Cette méthodologie envers donc les personnes en situation d'illettrisme parce que bon, finalement, tous les symboles qui découlent de cette méthode sont accessibles à tous. Et l'idée, c'est vraiment que, donc permettre à chaque, structure, chaque acteur de pouvoir rédiger des documents en FALC, pour faciliter la compréhension des personnes en situation d'illettrisme. Donc ça, ce sont 2 sessions qui de 2 jours mis en place, sur, Dijon et Besançon. Donc il y en a une qui a déjà démarré à Besançon. Là, c'est vraiment accessible, donc à tous les acteurs et les bénévoles qui, vont être dans l'accompagnement des personnes en situation d'illettrisme, donc de pouvoir élaborer un flyer mais finalement qui sera lisible et compréhensible par les personnes en situation d'illettrisme, de pouvoir communiquer, envers, ces personnes. Même je dirais donc pour les formateurs de pouvoir, comment dirais-je? Concevoir un contenu pédagogique en FALC, pourquoi pas, pour que, ce soit accessible, à tous les bénéficiaires. Et puis donc un dernier point que nous mettrons en place, d'ici la fin de l'année, c'est la mise en place d'ateliers d'échange de pratiques, illettrisme à destination de tous les acteurs qui le souhaitent, pour exposer une situation difficile, un peu effectivement comme la coopérative des solutions, mais là à travers, peut-être, un comment dirais-je? Un espace collaboratif qui pourrait aussi, venir compléter, les recherches d'informations ou, trouver des solutions à des situations difficiles, ou complexes, pour que chacun, ben, puisse, apporter, sa contribution. Voilà. Est-ce que vous Merci avez des Christine. questions éventuellement? Alors, on a deux questions. Il y en a peut-être une plutôt pour côté Amphore et une pour Monsieur Georges. Alors, je vais faire tout de suite la question Amphore parce que c'est une question pratico-pratique sur les critères pour intégrer la formation de professionnalisation que tu viens de décrire, Christine. Est-ce qu'il y a des critères particuliers? Sur laquelle tu me dis? C'est les critères pour intégrer globalement les formations de professionnalisation qui sont proposées par Amphore. Ah oui, 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 bien sûr, hein, il y a pas de souci, hein, actuellement, c'est vrai que bon, je dirais les 5 actions que nous avons mis en place et notamment les 3 dernières, hein, enfin les avant-dernières, je dirais pour, adapter son vocabulaire, tout ça. Donc c'est quasiment complet, mais il reste encore, il me semble, une action pour lesquelles donc il y a encore de la place. En fait, si je peux me permettre de compléter, il n'y a pas de critères particuliers puisque l'idée, à travers la construction de ce plan de professionnalisation, c'est qu'il puisse être ouvert à tous. Oui, c'est ça, hein, Bien c'était le but. évidemment aux formateurs, mais à l'ensemble des prescripteurs potentiels, aux bénévoles des plateformes, etc., etc. Mmh, Donc en fait, en fonction des sujets et des appétences, peuvent s'inscrire toute personne intéressée qui a envie d'aller un peu plus loin. exactement. Et puis, juste remercier Amphore parce qu'on est là sur le premier étage, entre guillemets, d'une fusée qui va, j'espère, aller bien plus loin, puisqu'il est prévu de remobiliser le FSE sur 2024 et 2025 pour que cette première expérimentation d'action de professionnalisation puisse se poursuivre et intégrer, comme je l'ai rapidement expliqué, notamment la démarche duplex et puis la globalité des outils qui peuvent être pédagogiquement et techniquement intéressants pour les personnes professionnelles ou bénévoles, peu importe, qui accompagnent la dynamique. J'ai vu que la question portait Ah, sur il y la avait une question question sur les sur le retours sujet des VAE. d'expérience. Oui, tout à fait. Oui, alors sur le sujet de la VAE, en Bourgogne-Franche-Comté, pour ma part, je n'ai pas encore de visibilité sur ce sujet. Ça rejoint ce qu'évoquait Christine tout de suite, c'est-à-dire que on est en train de reconstruire toute la chaîne entre guillemets d'accompagnement des publics en situation d'illettrisme. La VAE, je pense que ce sera quasiment la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que si on arrive, dans le cadre de la VAE, à accompagner des publics en situation d'illettrisme en prenant en compte, avec différentes pédagogies, avec le FALC ou avec d'autres outils, le sujet, je pense qu'on sera déjà très très loin sur l'avancée. Là, pour l'instant, l'idée, c'est d'arriver déjà à partager les outils existants, à outiller les acteurs, on a balayé le panel de la NLCI, des outils de la NLCI, c'est d'arriver à faire connaître
les réponses territoriales, hein, les plateformes, illettrisme quand elles existent encore, bien évidemment les organismes de formation du DFL, et ensuite on ira sur des sujets un peu plus, on va dire, pointus, ou alors ils viendront spontanément. Hein. Je pense notamment au réseau des APP. Je sais que dans le réseau des APP, il y a des expériences d'accompagnement à la VAE sur d'autres territoires sur lesquels il y a encore des centres de ressources illettrisme. Je pense à Auvergne-Rhône-Alpes et Centre Val-de-Loire en particulier. Pour l'instant, en Bourgogne-Franche-Comté, je n'ai pas de. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais en tous les cas, je n'ai pas eu de retour d'acteurs territoriaux sur ce sujet de la VAE. Juste pour illustrer sur la question de la difficulté d'engager une relation de confiance, le deuxième palier, et d'arriver à remobiliser sur la formation, le troisième palier. Je vais vous citer une petite anecdote d'une formatrice qui se reconnaîtra, qui a accompagné une personne pendant 3 ou 4 mois en essayant tous les leviers possibles et imaginables, la question de la parentalité, les questions de mobilité, la question du numérique, etc., etc. Et la personne en face, qui faisait partie des personnes, des rares personnes qui n'ont pas peur de parler, donc cette dame évoquait spontanément sa situation d'illettrisme, hein, c'est rare mais ça arrive, verbalisait qu'elle ne voulait pas revenir en formation, que c'était pas la peine d'insister, que ça ne fonctionnerait pas. Et au bout de 3 ou 4 mois, parce que la relation de confiance était engagée, bien que la personne ne veuille pas passer le troisième palier, hein, retourner en formation, dans les échanges, il est apparu que cette dame utilisait un outil numérique pour rechercher l'amour. Et la formatrice s'est payé le culot de lui proposer de venir en formation DFL pour remobiliser ses compétences de base en prenant appui sur cet outil pour qu'elle le maîtrise complètement, puisqu'il s'avère qu'elle ne le maîtrisait pas totalement, donc qu'elle avait des difficultés à retrouver l'amour. Vous voyez que ça peut aller très très loin sur le rapport et la relation de confiance, et les leviers de remobilisation peuvent être extrêmement diversifiés et on ne les attend pas forcément. De temps en temps, on peut être très surpris. L'amour est un levier énorme pour nous tous dans notre quotidien. Ça peut être un des leviers pour avoir envie de revenir en formation. Voilà, je voulais juste vous illustrer cette petite anecdote. C'est une des plus sympathiques que j'ai pu entendre depuis 2 ans que je suis en poste. Il me semblait intéressant de vous la partager. Merci Cyril. Merci beaucoup. Alors, on avait quelques autres questions sur les modalités pratiques d'inscription sur le plan de professionnalisation. Donc là, comme je l'ai écrit dans le chat, rapprochez-vous d'Enfort. Le programme de professionnalisation est sur le site internet. Les inscriptions sont en ligne. Quand il n'y a plus de place, il peut y avoir aussi des systèmes de liste d'attente. Et puis, vous pouvez éventuellement récupérer une place si quelqu'un, au final, ne peut pas participer. Puis, il pourra y avoir peut-être d'autres programmations. Là, je pose la question à Christine. Oui, c'est vrai que bon, là, comme je disais tout à l'heure, donc quasiment toutes les sessions sont complètes, mais ça n'empêche quand même que n'hésitez pas à revenir vers moi, à m'envoyer un mail, parce que bon, lorsqu'il y a des personnes qui éventuellement se désistent, bon voilà, il y a la possibilité de pouvoir s'inscrire, et de plus, nous avons eu un petit incident en juillet qui a fait que bon, certaines personnes se sont inscrites, mais on n'a pas pu récupérer les données. Donc, on sait qu'ils sont inscrits, mais on ne peut pas les contacter pour leur dire, mais on a un petit souci. Donc, c'est pour ça, quelle que soit l'action qui est complète, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour une vérification. Je vous tiens au courant sans problème. Et puis, je tiens aussi à vous dire que pour 2024, bien sûr, il y aura d'autres sessions hein, qui vont s'ouvrir. Donc, par rapport aux sessions enfin, actions qui sont actuellement en cours. Donc, on ouvrira à nouveau des nouvelles sessions, pas de problème. Et Voilà. pour là encore compléter, merci Christine, on va essayer de travailler au niveau infraterritorial. Pour l'instant, c'est déjà énorme. Hein. Il y a déjà on va dire un doublement des sessions sur Dijon et sur Besançon. À terme, l'idée, c'est de pouvoir descendre à l'échelon départemental, en particulier sur les départements dont on sait qu'ils sont probablement plus impactés à l'échelle Bourgogne-Franche-Comté. Hein. Je pense à la Nièvre, je pense à Lyon, et je pense au Nord-Franche-Comté en particulier. Les autres départements étant aussi impactés, bien évidemment, mais ces territoires-là, on le sait sur les tests JDC, que c'est régulièrement des territoires plus impactés en termes de difficultés de lecture pour les jeunes. Et puis en termes d'ouverture, Audrey Rambert vous a indiqué qu'il y aurait une journée dédiée, hein, donc JNAI, une après-midi avec la projection du film illettré à Quetigny. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien qu'elle vous a partagé dans le fil de discussion pour découvrir.
Et puis, si c'est possible également, Alexia, Christine, Ouais, c'est ce que je vous vais chercher. informer qu'on a un webinaire. Quand je dis on, c'est l'ANLCI, donc au niveau national, organise avec la Fédération nationale des orthophonistes, la FNO, un webinaire mardi prochain, le 26, de 18h à 19h30, volontairement en soirée, hein, pour que, en particulier, le monde de l'éducation puisse y participer. Et donc, de ce webinaire-là encore est ouvert à tous. On va y aborder un des sujets qui génèrent des situations d'illettrisme. Je dis un des, puisqu'il y a beaucoup de sources, hein, de l'illettrisme, les problèmes de santé, les problématiques psychiques, les problématiques de disponibilité intellectuelle pour X raisons, déménagement à répétition, etc., etc. Les dyslexies, dysphasies, les dys au sens large du terme, font partie des sources. Et donc, c'est un sujet qui sera abordé mardi prochain, le 26, 18h, 19h30. Il faut vous inscrire parce que c'est en vous inscrivant que le lien de connexion se générera. Voilà. Et justement, l'information a été communiquée également dans la lettre en fort, donc qui doit sortir cet après-midi. Donc, en principe, vous devriez avoir les infos. Mais je vous les remets là, malgré tout. Alors, pas d'autres questions. Il nous reste quelques minutes avant de faire la conclusion. Donc, c'est le moment jamais si, avec tous les éléments, il y a eu beaucoup de choses, c'est passé vite, hein, c'est le principe des temps forts. On fait un focus sur une thématique avec beaucoup de données et il faut le temps de s'approprier tout ça. Donc, vous aurez les éléments sur l'infographie de synthèse, les liens que Monsieur Georges a évoqués pour pouvoir creuser, hein, les différents points. Là, on était vraiment sur une petite sensibilisation, définition, signaux d'alerte, ressources à utiliser. Si la thématique vous intéresse, vous avez le programme de professionnalisation. Et puis, on pourrait être amené éventuellement à avoir d'autres programmations sur de prochains temps forts. Si vous me le permettez, je voudrais remercier Christelle et Christine et puis toute l'équipe d'Amphore parce que vraiment, il y a eu un énorme travail qui a été fait depuis cette fin d'année 2022 qui nous permet véritablement d'avancer en interacteur. Je pense à la cartographie. Mm. Ça va être un outil assez exceptionnel parce que ce qui est le plus difficile, c'est de mettre en dynamique, en proximité, les acteurs de l'illettrisme. Et donc, arriver à travailler cette cartographie à la fois par filtre pour voir les grandes catégories d'acteurs qui se préoccupent de l'illettrisme, mais aussi descendre à l'échelon infraterritorial, puisque ce sera possible dans cette cartographie, pour voir autour de chez soi, autour de son activité professionnelle, qui peut être partenaire de la dynamique. C'est fondamental et ce sera, je pense, une grande première à l'échelle nationale. Voilà, donc vraiment un grand coup de chapeau aux collègues d'Amphore. C'est du Merci. super boulot. Oui, et puis c'est vrai que je pense que certains acteurs participants ont peut-être reçu un mail que Christelle et moi avons contacté ces derniers jours. Justement, c'est pour activer donc un certain nombre de données pour alimenter cette cartographie. Donc, merci de nous répondre. On vous embête un peu, mais bon, voilà, c'est pour la bonne cause. Et je profite aussi du moment des remerciements pour remercier tous les acteurs qui ont répondu favorablement Mm. à notre sollicitation lors de la première phase, hein, d'enquête pour collecter les besoins en professionnalisation. Cette phase qui s'est réalisée sur le premier trimestre, on avait contacté pratiquement tous les acteurs du champ emploi, formation, orientation professionnelle de Bourgogne-Franche-Comté. Nous avons eu 400 réponses, ce qui n'est pas négligeable et ce qui nous a permis, hein, d'avoir les premiers éléments sur les besoins de professionnalisation et a permis à Christine d'aller creuser un peu plus par ses entretiens. Donc, je remercie encore tous les participants. Merci Christelle. Eh bien, on va faire les remerciements de la fin. On est dans notre conclusion. Donc, merci à tous pour ces éclairages, pour les éléments, pour les ressources qui ont été évoquées. Je rappelle que comme c'est l'habitude dans les temps forts, même si on est sur la saison 2, on garde les mêmes recettes. Dès qu'on va clore le webinaire, vous aurez une petite enquête très rapide avec des petits questionnements sur votre satisfaction. Ça nous permet de continuer à être dans une boucle d'amélioration et ça vous permet aussi de proposer éventuellement une thématique pour un prochain temps fort. On en a déjà quelques-uns qui sont programmés, mais voilà, on est à votre écoute sur les prochaines programmations.
En tout cas, je voulais dire un grand merci à Cyril Georges pour cet éclairage et puis les nombreuses ressources qu'il a évoquées. Et les temps forts continuent. Le prochain épisode sera consacré au conseil en évolution professionnelle pour les actifs du secteur privé. Et le numéro 3 de cette deuxième saison sera dédié à la réforme de la VAE. Donc, vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui sur le site Amphore pour les prochains temps forts. Merci à tous. Merci à tous et à bientôt sur les prochains temps forts.